Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Brune Poirson, la directrice du développement durable chez Accor. On va parler d'éco-certification des hôtels et de l'engagement du groupe pour préserver le patrimoine culturel mondial. Dans notre débat, on va analyser les enjeux de l'aménagement des bureaux. Comment y intégrer de plus en plus de mobilier de seconde main? À quels défis sont confrontées les entreprises qui veulent justement des meubles reconditionnés? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez Lactips qui promet un plastique soluble qui ne laisse aucune trace dans l'environnement. On verra si c'est vraiment possible. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Brune Poirson. Bonjour. Bonjour à vous. Heureux de vous retrouver, directrice du développement durable du groupe Accor. Vous étiez déjà venu nous parler dans une longue interview de toute la stratégie RSE. Là, on va vraiment se concentrer sur deux thèmes, l'éco-certification des hôtels et puis l'engagement d'Accor pour préserver le patrimoine culturel. Et d'une certaine façon, ça pose la question du surtourisme et des effets du surtourisme. Je commence par ce label. En juin dernier, vous annonciez avoir passé le cap des 1000 hôtels éco-certifiés. Alors j'imagine que ça continue, vous en êtes où 6 mois plus tard? Absolument, je ne peux pas encore vous donner les chiffres officiels, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça avance très bon train. Oui. On s'apprête presque à doubler le nombre d'hôtels qui sont éco-certifiés. Pour nous, c'est vraiment une priorité. Pourquoi ? Parce que c'est une façon à la fois d'embarquer le personnel des hôtels, mais aussi et surtout de montrer à nos clients, quels qu'ils soient, propriétaires d'hôtels comme ceux qui viennent dans nos hôtels, qu'on fait des efforts et surtout que les hôtels sont prêts à continuer à aller de l'avant. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les labels, parce qu'évidemment, il y a tout un processus, c'est long, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est aussi audité. Et donc, c'est une tierce partie qui détermine si l'hôtel est vraiment en chemin pour accélérer sa mue environnementale et sa mue sociale. Avec des labels qui ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. Absolument. Évidemment. Il faut s'adapter. On n'a pas la même exigence en fonction des pays. Alors, je dirais que quand même, le niveau d'exigence tend à être presque partout similaire. C'est plutôt presque une question de confiance. Il y a des régions, comme par exemple la Chine ou d'autres parties en Asie, qui préfèrent avoir leur propre label. Ce sont des labels au niveau d'exigence important et que nous, on a vérifié évidemment. Parce que vous imaginez qu'il y a pléthore de labels de par le monde sur ce sujet-là. Mais nous avons fait une sélection extrêmement fine et précise pour ne travailler qu'avec quelques-uns. Et normalement, ce sont des labels internationaux pour qu'ils puissent être compris et reconnus par l'ensemble de nos clients, où qu'ils soient, c'est le principe. Mais évidemment, il y a certaines régions qui tiennent à un label plus qu'à un autre, et à condition qu'ils passent par les fourches codines de notre niveau d'exigence, à ce moment-là, on les accepte. Donc, si j'ai bien compris, vous allez vers les 2000 hôtels certifiés, ce qui représente quoi? Je n'ai pas bien travaillé, je n'ai pas vérifié. C'est combien d'hôtels dans le monde, le groupe Accor? Alors, d'abord, le groupe Accor, c'est 5700 hôtels dans le monde. On en ouvre, on pourrait dire, pour simplifier, un hôtel par jour. Donc, vous imaginez le défi. C'est de passer d'une croissance volumique, peu à peu, à une approche très centrée sur la qualité. Donc, c'est un processus long, volontariste, c'est-à-dire que pour faire passer les hôtels les uns après les autres, c'est vraiment un programme que vous avez mis en place? Exactement. C'est une vision qui a émané fortement à la fois de notre PDG et de mon équipe, et surtout de tous ceux qui, sur le terrain, œuvrent au quotidien dans les hôtels, mais c'est aussi fait en partenariat avec les propriétaires d'hôtels. Parce que le modèle d'affaires du groupe Accor fait que nous ne sommes pas propriétaires des hôtels. Et donc, évidemment, nous n'avons pas la main sur ce que les hôtels font. Donc, avant le déploiement d'un programme comme ça, il faut aller convaincre des centaines et des centaines, voire presque des milliers de propriétaires d'hôtels. Mais je pense que tous y ont vu leur intérêt aussi parce que, il faut peut-être le préciser, certains des clients qui vont dans les hôtels ou qui envoient des gens dans les hôtels sont des grands comptes, c'est-à-dire d'autres entreprises qui ont elles-mêmes des engagements environnementaux et donc qui en font une précondition que l'hôtel soit labellisé pour envoyer, si je puis dire, certains de leurs employés. Un effet boule de neige. Exactement. C'est l'effet vertueux, en fait. Un effet vertueux. On se pousse tous vers le haut. Donc, ça peut être un processus assez long, parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir, alors ça dépend des pays, on l'a bien compris, mais pour que son hôtel soit éco-certifié? Il y a toute une batterie de mesures, évidemment. C'est d'abord changer et faire évoluer en profondeur les opérations de l'hôtel, c'est-à-dire la façon dont il est géré. Ça va évidemment de la gestion de l'énergie, avec des changements qui peuvent être assez importants. Mettre en place, par exemple, des détecteurs de mouvement dans les couloirs, passer aux ampoules LED. Tout ça, dans certains endroits comme la France, ça
peut paraître évident, mais croyez-moi, il y a beaucoup de pays dans le monde pour lesquels c'est vraiment une marche haute, hein, mais même en France d'ailleurs. Et puis, c'est d'autres changements, mettre en place le tri sélectif, c'est un vrai défi parfois dans certains pays où il n'y a pas de vrai système de service public de gestion des déchets. Lutter aussi contre le gaspillage alimentaire, parce que dans un hôtel, plus de la moitié des déchets, c'est des déchets alimentaires. Et puis, c'est aussi faire évoluer certaines pratiques sociales. Bref, c'est tout un ensemble très cohérent. L'économie d'eau aussi, c'est absolument. Tout à fait. Installer des mousseurs, par exemple, sur les robinets. Et puis après, tout ça, en fait, toutes ces mesures-là préparent des changements encore plus profonds au sein de l'hôtel qui exige parfois des investissements extrêmement importants de plusieurs millions d'euros. C'est la question que j'allais vous poser parce que vous n'êtes pas propriétaire, non. Ça coûte de l'argent aux propriétaires, donc vous les accompagnez, comment ça s'est mis en place? Exactement, on les accompagne de plusieurs façons, soit d'abord... parfois, ce n'est pas forcément le cas en France, mais parfois pour les sensibiliser tout simplement au sujet, hein, c'est la première marche. Former, si je puis dire, et je le dis sans paternalisme, former nos propriétaires d'hôtels pour qu'ils en apprennent plus sur la nécessité de se mobiliser sur le réchauffement climatique. Ensuite, les aiguiller vers les bons labels, ceux qui sont sérieux, qui ne sont pas du greenwashing. Puis ensuite, accompagner toutes les équipes dans l'hôtel, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels dans lesquels ce ne sont pas directement des employés Accor. Et puis ensuite, les préparer à la labellisation. Et une fois qu'on est labellisé, évidemment, il faut remettre l'ouvrage sur le métier, si je puis dire, hein, puisque c'est parfois des certifications qui doivent être renouvelées, soit toutes les années, soit tous les 3 ans à minima. Donc tout ça, c'est un processus qui est long, mais qui permet d'engager un nouveau type de dialogue avec les propriétaires d'hôtels et qui parfois est la première étape vers des investissements de plusieurs millions d'euros en CAPEX pour transformer, rénover en profondeur parfois des bâtiments, puisqu'on sait que c'est de là que vient aussi l'empreinte carbone des hôtels, c'est du bâtiment. Bien sûr. Il nous reste 4 minutes. On va parler de ce thème, cet engagement pour la préservation du patrimoine culturel mondial. Le groupe Accor qui s'associe au World Monuments Fund, partenariat de 3 ans. C'est quoi le principe déjà ? Le principe, c'est de travailler pour développer un type de tourisme qui est différent et qui s'inscrit par le biais d'un vrai partenariat au sein des communautés, parfois hors des chantiers battus, et qui vise vraiment à permettre à des lieux exceptionnels qui sont en train de disparaître, qui font parfois partie de l'identité première d'un peuple, d'une communauté, de les rénover, de les restaurer en partenariat à l'écoute des communautés locales. Et ça, c'est extrêmement important. Quand vous regardez les chiffres, il y a 95% de la population qui voyage, qui va dans les mêmes 5% des endroits dans le monde. C'est ce qu'on appelle le surtourisme. Alors évidemment, avec un partenariat comme ça, on ne va pas régler ce problème. Néanmoins, notre objectif, il est de développer des innovations et d'apprendre, parce que nous partageons les mêmes valeurs que le World Monument Fund, pour aller protéger des lieux qui seraient en train de disparaître. Alors, il y a 2 aspects. Il y a protéger les lieux qui sont les plus visités et inciter et ça va de pair, inciter les clients finalement de vos hôtels à aller voir autre chose. C'est un peu ça l'idée ? Évidemment, c'est généralement les lieux qui sont extrêmement visités. Évidemment, ils sont à risque, mais comme ils sont très visités, ils reçoivent parfois, je ne dis pas que c'est le cas pour tous, mais ils reçoivent parfois suffisamment, ou en tout cas un nombre important de ressources. En revanche, autour, soit dans les campagnes alentours, soit dans d'autres parties du territoire, il y a des lieux qui vraiment tombent quelque part en ruine. Soit parce que rénovons-les pour que les gens aient envie d'aller les voir. Je comprends. Et c'est pas que pour que les gens aient envie d'aller les voir. C'est aussi pour s'assurer que les communautés, elles restent ancrées sur leur territoire, elles préservent leur identité. Donc, l'objectif, il n'est pas que de redistribuer vraiment des flux. Au contraire, il est de permettre à cette diversité culturelle et quelque part aussi de contribuer à la lutte contre la standardisation quelque part du monde. Ouais. Mais sur ce phénomène de surtourisme, mécaniquement, un groupe hôtelier aussi puissant qu'Accor, il participe. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez un hôtel pas loin du Mont-Saint-Michel, les gens qui viennent dans votre hôtel, ils vont voir le Mont-Saint-Michel et il y aura toujours cette foule de plus en plus compliquée à gérer autour du Mont-Saint-Michel. C'est une question d'équilibre. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les autorités locales. Et quand je dis c'est une question d'équilibre, parce que c'est toujours la même chose. Vous savez, il y a des pays dans lesquels le tourisme, c'est 70% de la richesse qui est produite, du PIB d'un pays. Donc dans ces cas-là, et on le voit, c'est très souvent le cas, le tourisme apporte beaucoup de ressources locales qui permettent de préserver. La question, c'est
quel équilibre, pour quel équilibre, et donc comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on travaille avec les autorités locales pour répartir les flux, par exemple, de façon beaucoup plus harmonisée. Et ça, Accor seul ne peut pas résoudre ce problème-là. C'est pour ça que nous travaillons à l'élaboration de partenariats avec toute une série d'acteurs qui ont vraiment la capacité sur les territoires d'orienter et de changer parfois les comportements. C'est pas vous qui évidemment le décidez, mais les leviers, si on parle d'innovation, les leviers qu'on peut activer, c'est quoi? Parce que le levier le plus simple, c'est le levier du prix. On va rendre un site payant de plus en plus cher, donc mécaniquement, il y aura un peu moins de monde. Mais là, on tombe sur la question de l'équité sociale. Voilà, c'est pour ça que je les plus riches ne peuvent pas être les seuls qui sont autorisés à voyager. Il y a plusieurs innovations. D'abord, répartir dans le temps, par exemple, les voyages, ou en tout cas les visites. Il y a d'autres solutions que parfois certaines villes choisissent, qui peut être de taxer pour que la taxe contribue à l'amélioration ou en tout cas à la préservation de l'environnement ou des bâtiments. En fait, il y a presque autant de mesures que ce qu'il y a de sites. Et en ce moment, il y a des réflexions extrêmement intenses sur le sujet. Et je ne peux pas vous en dire à ce stade plus, parce qu'on est en train de les mener et on est en train de créer des partenariats. Mais quand je vous dis on est en train, on a déjà des preuves très concrètes. Le partenariat avec le World Monument Fund, nous sommes la première entreprise de l'hôtellerie à avoir signé un tel partenariat et à s'engager vraiment dans cette direction-là. Donc pour nous, on n'a pas une approche passive. Beaucoup d'autres entreprises ont tendance à dire, et ça c'est la responsabilité des autorités locales. Nous, on veut travailler et y travailler main dans la main et bénéficier de l'innovation et aussi qui émane de certains acteurs comme le World Monument Fund. Et c'est combien d'argent, par exemple? On ne partage jamais le montant de nos partenariats. D'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est important à l'échelle d'un groupe comme le nôtre. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Brune Poirson, et à bientôt. Merci beaucoup. Be Smart for Change. On passe à notre débat. Et si nos bureaux étaient reconditionnés? On parle d'aménagement de bureaux, de reconditionnement dans notre débat avec Guirec Legagne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Tertio, et Romain Vergne. Bonjour. Bonjour. Directeur mobilier chez Quadrilatère. On va commencer par présenter vos entreprises respectives. Tertio, en quelques mots. Alors Tertio, c'est un industriel du reconditionnement de sièges de bureaux. D'accord. Concrètement, on va aller chercher des sièges chez les utilisateurs, donc entreprises de toute taille, récupérer les sièges, les emmener dans notre usine, les démonter intégralement, reconditionner pièce par pièce et les remonter pour les relivrer dans un état proche du neuf, puisque état neuf n'est pas un terme autorisé légalement, donc un état proche du neuf, avec une garantie. Ouais. Vous faites ça depuis combien de temps? On fait ça depuis 9 ans. Depuis 9 ans. On y reviendra sur le modèle et sur à quel point vous avez modifié un peu les habitudes, on va dire, du secteur. Quadrilatère, c'est quoi votre métier? Alors, moi, directeur mobilier chez Quadrilatère. Et on est de l'entreprise spécialiste de l'aménagement d'espaces tertiaires. On est basé à Paris. Et donc, on réalise des projets clés en main pour nos clients, englobant conception, travaux. Et notre particularité réside dans le fait que nous avons une activité mobilier. Nous sommes distributeurs historiques mobiliers depuis 1989 maintenant. Et on a une équipe spécialisée dans l'accompagnement client, dans la sélection de mobilier pour leurs projets d'aménagement. Et donc, vous êtes partenaire en quelque sorte, c'est ça, Guirec Legagne? Oui, tout à fait. En fait, la particularité de Tertio, c'est que nous n'intervenons qu'en indirect. C'est-à-dire qu'on n'intervient jamais auprès du client utilisateur. En gros, on ne le facture jamais. On passe toujours au travers d'un réseau de partenaires distributeurs, de partenaires revendeurs, dont Quadrilatère, avec qui on travaille étroitement. Ouais. Ça veut dire que vous avez ce partenariat avec Tertio, avec d'autres entreprises qui proposent un peu la même chose, ou alors c'est finalement assez rare d'avoir un fournisseur de sièges reconditionnés? Non, alors effectivement, il y a plusieurs acteurs sur ce marché-là. Nous, le but est de conseiller les clients et on s'entoure d'un écosystème de spécialistes dans l'aménagement de bureaux. Donc ça passe par effectivement Tertio qui reconditionne des fauteuils de travail et bien d'autres choses aussi, mais aussi on a d'autres acteurs qui le font pour des pièces beaucoup plus spécifiques qui peuvent aller du canapé à des bureaux. Aujourd'hui, on a par exemple un fabricant de tissus qui recycle ses tissus en fabriquant des plateaux. Donc c'est aussi des choses intéressantes. Donc voilà, on a tout un écosystème qui nous permet de conseiller au mieux notre client. Et comment réagissent vos clients quand vous leur proposez des sièges ou plus généralement du mobilier reconditionné? Est-ce qu'il y a encore du scepticisme? Est-ce que c'est difficile? J'imagine qu'il y a toutes sortes de réactions en fonction des clients, mais est-ce que c'est plus facile de convaincre aujourd'hui qu'avant? Beaucoup plus facile aujourd'hui. Oui. Là, depuis 3 ans, il y a une vraie démarche d'achat responsable de la part de nos entreprises, de la part de nos clients. Et donc, c'est une solution qui vient tout naturellement
naturellement au moment où on parle d'aménagement durable et lorsqu'on fait la conception, puisqu'on les accompagne aussi sur leur conception et leur programmation, et si on propose cette solution, c'est tout de suite bien perçu. Il y a quelques années de ça, c'était plutôt non, c'est un projet, c'est une nouvelle identité, on veut tout changer, etc. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on veut vraiment réemployer des choses existantes. Il y avait des freins psychologiques. Il y avait des freins psychologiques, oui. Et ça, depuis maintenant, depuis post-confinement, on en parle maintenant régulièrement. Ouais. Beaucoup de barrières se sont levées et on arrive beaucoup plus maintenant à orienter et à accompagner nos clients dans ce type de décision. Alors, ça démarre comment? Ça suppose quoi? D'identifier les pièces défectueuses. Je mets les mains dans le cambouis là, un petit peu. Avec vous. On peut y aller. Ouais. En fait, ça va demander de regarder le gisement. Concrètement, le stock de sièges qui sont à refaire, de faire un audit, puisqu'on est capable de refaire aujourd'hui beaucoup de pièces. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, en fait, sans utilisation de pièces neuves, on a un taux de réemploi de 92%. Donc, c'est-à-dire sur 100 sièges que vous nous envoyez, sans utiliser de pièces neuves, le fait de les reconditionner une à une nous permet de ressortir 92 sièges en état. Donc, c'est de la réparation plus ou moins importante. Il n'y a pas de pièces neuves à ce moment-là. Non, à 92%, il n'y a pas de pièces neuves. Après, on peut arriver à 100% via effectivement un achat de pièces neuves en travaillant avec les fabricants. Il y a des sièges irrécupérables qui ont été maltraités par leurs utilisateurs. Il y a des utilisateurs très créatifs en termes de dégâts sur les sièges. Mais alors, irrécupérables, non, puisqu'un siège, ça reste un ensemble de pièces détachées. Donc, dans le pire des cas, un siège sera démonté et puis les pièces seront réutilisées pour aller réparer d'autres sièges. Il faut que, pour bien comprendre votre modèle économique, vous ne vendez pas directement. Il faut que les architectes d'intérieur ou les sociétés comme Colliater s'approprient finalement la démarche pour que ça marche. Oui, c'est fondamental. Ouais. C'est fondamental parce que, si vous voulez, le réemploi, c'est quelque chose qui tranche littéralement avec l'historique du métier. Auparavant, le métier d'aménageur, c'est sur configurateur. Comme on peut acheter une voiture neuve, par exemple, on va choisir sa couleur de bureau, choisir les dimensions, choisir les armoires, etc., type d'ouverture. Sur les sièges séparés, on va choisir les options, les accoudoirs, etc. Sur la partie réemploi, en fait, là où ça change, c'est qu'on vend plus de l'opportunité. C'est-à-dire qu'on va proposer aux clients ce qui est disponible. Donc, pour que ça se fasse de manière cohérente et que les aménagements soient faits de manière cohérente, il faut impérativement que le réemploi soit proposé par les designers eux-mêmes. Donc, il faut que ce soit proposé par les aménageurs. Nous, c'est pour ça qu'on a choisi le modèle indirect. Ça nous permet de venir vraiment insérer le réemploi de manière logique dans un aménagement et de manière cohérente. Comment ça fonctionnait avant que vous n'arriviez sur le marché? C'est-à-dire que c'était pas dans la grille de lecture en quelque sorte? Le réemploi? Oui, le réemploi, le reconditionnement. Le réemploi, en fait, c'était rarissime. Voilà, il a toujours plus ou moins existé, sauf que pendant toutes les années qui ont précédé, on va dire, quasiment le confinement, le réemploi s'était fait un peu sous le manteau. C'était quelques acteurs qu'on appelait des brokers et qui faisaient de l'occasion, mais sans redonner un coup de neuf, sans rien du tout. Et c'était vraiment une partie infime du marché. Parce qu'il n'y avait pas réellement de demande. C'était vraiment l'opportunité de quelques acteurs microscopiques. Aujourd'hui, c'est ce que disait Romain, c'est qu'il y a un changement qui est fait. C'est qu'aujourd'hui, pour des questions d'engagement RSE, pour des questions d'idéologie, pour des questions d'actualité, il y a tout un tas de raisons qui font qu'aujourd'hui, les entreprises souhaitent du réemploi, y compris dans les appels d'offres. Pour des questions de coût aussi, c'est beaucoup moins cher, un peu moins cher que du neuf? Sur la partie siège, puisque c'est ce qu'on connaît le mieux, nous, chez Tertio, ce qu'on peut constater, c'est que pour le client final, puisqu'on est en indirect, donc on n'a pas toujours la vue sur la facture finale, pour le client final, l'économie, elle est située entre 30 et 50% par rapport au prix neuf. C'est une économie importante. Et donc, cet argument du coût, c'est un bon argument, j'imagine, pour vous? C'est un bon argument et c'est aussi l'argument du délai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous partez sur un achat neuf de mobilier, vous avez des délais qui sont presque incompressibles puisque les industriels travaillent en flux tendu, vous n'avez plus de stock. Donc aujourd'hui, maintenant, proposer du réemploi du mobilier existant de nos clients et de faire un peu du nettoyage ou de changer des pièces défectueuses ou alors d'aller chercher un mobilier qui est déjà présent, qui a déjà été reconditionné, on réduit considérablement les temps d'approvisionnement, donc c'est un vrai argument pour nos clients. Et donc, vous nous disiez entre 30 et 50%, donc là c'est pour les sièges, c'est vrai pour d'autres matériaux aussi? Bien sûr, on peut le faire pour les armoires. Aujourd'hui, on en parlait avec un autre acteur, il y a un chiffre qui est assez hallucinant, il y a plus de 600 000 armoires qui sont sur le marché de la seconde main. Vendre des armoires à un client aujourd'hui est presque une aberration. On pourrait les réutiliser, les remettre au goût du jour, faire quelques améliorations, mais voilà, donc c'est des choses qui peuvent fonctionner sur du métal, sur de la mélamine, sur d'autres choses comme ça. Si on revient à l'époque pré-Covid, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, le renouvellement, une entreprise qui veut
voilà, renouveler son mobilier de bureau. C'est quoi? C'était une source, c'est peut-être encore une source de gâchis très importante? Oui. C'est-à-dire que on détruisait, on balançait à la benne, oui, etc. complètement. Il y avait des mises en benne, effectivement. Il faut savoir que la plupart des mobiliers de nos clients repartaient directement dans les bennes mises en place par un organisme aussi qui a été mis en place par l'État, qui est Valdelia. Ouais. C'était tout simplement et purement de la mise en benne, excepté quelques mobiliers où quelques acteurs un peu regardants connaissent un peu la valeur des choses et arrivaient à les récupérer pour ensuite derrière le remettre sur le marché. Mais la plupart de ces mobiliers-là partaient directement en benne. Ce gâchis, Greg Logagne, il existe encore un peu? Oui, parce que tout le secteur s'est pas mis au circulaire, vous voyez ce que je veux dire, et au reconditionné. Aujourd'hui, en fait, le réemploi, c'est à peu près 3,5% du marché. Donc, il y a encore largement à faire. Les estimations, je disais une étude d'un organisme d'études, je ne sais pas si je peux le citer, donc je vais... Allez-y. Oui, Xerfi pour le coup, qui disait que d'ici 3-5 ans, c'est 30% de part de marché du réemploi. Donc, il y a encore énormément d'évolutions à venir sur la partie réemploi. Et ça passe par la démocratisation, ça passe par l'insertion, comme je disais tout à l'heure, dans des projets. On recevait dans l'émission, l'invité c'était Brune Poirson, ancienne ministre, à qui on doit la loi AGEC anti-gaspi pour une économie circulaire. Votre secteur d'activité, il est concerné par cette loi ? Pleinement. Pleinement, il est concerné par cette loi. Alors aujourd'hui, la loi AGEC concerne une partie un peu marginale, on va dire, des entreprises, les organismes d'État. La vision plus large encore, parce que ça, c'est une directive franco-française, la loi AGEC. On a la directive CSRD qui vient au niveau européen, où là, ça appuie encore plus sur le bouton. Donc la loi AGEC, oui, a mis une impulsion extrêmement positive sur le marché du réemploi. Romain Vergne, le fait d'intégrer finalement du mobilier reconditionné, c'est aussi bon pour la marque employeur. Je me mets un peu à votre place quand vous vous retrouvez face à un client. Complètement. Complètement, c'est bon pour la marque employeur parce qu'il faut savoir qu'il y a une part aussi de sentiment vis-à-vis des collaborateurs sur du mobilier. Il y a un fonctionnement, il y a tout un fonctionnement interne de l'entreprise qui est lié à ce mobilier présent dans les locaux. Donc effectivement, remployer quelque chose, c'est aussi ça le mobilier durable. C'est remployer des choses qui fonctionnent et qui est à l'image de l'entreprise. Changer pour changer n'a plus de sens. Donc effectivement, on a des clients de plus en plus qui nous disent, qui tiennent à leur aménagement, qui tiennent à leur mobilier. Maintenant, aujourd'hui, notre travail, c'est de savoir comment, dans la conception, on peut rendre ce mobilier encore plus durable et comment il s'intègre mieux au bâtiment de demain. Un dernier mot, malheureusement, il reste 30 secondes, pour parler de la dimension inclusive de votre entreprise, parce que c'est un aspect important de... La dimension inclusive, c'est même un aspect fondamental du projet Tertio. C'est que concrètement, pour faire simple, le reconditionnement n'existait pas avant. Donc quand j'ai mis au point toutes les techniques pour le reconditionnement, je trouvais important, dans cette démarche qui suivait à la partie reconditionnement des meubles, en fait, d'emmener aussi des gens qui en avaient besoin. Donc l'idée, c'était vraiment de bâtir un process qui permette à des gens sans aucune qualification, éloignés de l'emploi, de pouvoir se réinsérer dans la vie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait couramment, c'est-à-dire que tout le monde est formé dans l'entreprise et qu'on va encore plus loin en permettant à des associations humanitaires également de mettre un pied dans le métier et en travaillant également avec l'univers carcéral pour leur confier une partie des actions. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. For Change, notre rubrique Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec Alexis Van Chammer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Lactips, poste que vous occupez depuis le mois de juillet 2022, entreprise spécialisée dans les polymères biodégradables. De quoi on parle? De quoi il s'agit? En fait, c'est un polymère qui est 100% naturel, à base de protéines, qui est biodégradable dans tous les environnements, c'est-à-dire que ça se dissout, ça se biodégrade dans les sols en moins de 30 jours, donc très rapide, et dans les rivières et océans en moins de 12 jours, donc également très rapide. Et c'est un polymère qui est soluble dans l'eau, qui apporte justement beaucoup d'avantages par rapport aux applications qu'on vise. Donc, polymère, c'est du plastique en fait? C'est un plastique sans plastique. C'est un plastique sans plastique, ce qu'on appelle un biomatériau. Parce qu'il est biosourcé, c'est ça? Exactement, 100% biosourcé, sans aucune transformation chimique lors de notre process de fabrication. L'entreprise, elle existe depuis 2014. C'était une entreprise pionnière à l'époque. Alors, je vous demande de faire appel aux mémoires des autres, aux souvenirs des autres. Oui, c'est né d'une vision partagée, en fait, à l'époque.
de développer une solution alternative au plastique, 100% naturelle, premièrement, et 100% vertueuse vis-à-vis de l'économie circulaire pour pouvoir répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires de la pollution plastique. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces polymères biodégradables? Quels produits vous proposez, en fait? Mais il y a deux avantages, le côté soluble, premièrement, et le côté biodégradable. Le côté soluble permet de favoriser une économie circulaire, notamment dans le domaine de l'emballage, le recyclage d'un emballage sans résidus derrière, un recyclage à 100%, le réemploi dans le domaine du verre, par exemple, avec l'élimination de l'étiquette, qui est une étiquette hydrosoluble, donc qui favorise le réemploi, ou dans des applications comme l'agriculture ou le sport en extérieur, dans lesquelles on peut potentiellement mettre du plastique dans la nature. Étiquette soluble, alors ça m'intéresse, ça. Donc ça veut dire qu'elle va s'éliminer, quoi, entre guillemets, naturellement quand on réutilise le verre, quand on le nettoie, c'est ça? C'est ça, ça va s'éliminer naturellement chez les laveurs. Il y a des entreprises spécialisées dans le lavage des conteneurs en verre, par exemple, qui permet justement cette élimination d'étiquettes, mais souvent c'est l'adhésif qui est compliqué à éliminer. Et on a développé un adhésif hydrosoluble, ainsi que l'étiquette et des encres hydrosolubles qui disparaissent dans l'eau. Combien d'années de recherche et développement? À quel point c'est un procédé innovant que vous proposez? On a mis 10 ans quand même pour le développer. Aujourd'hui, on a industrialisé notre technologie sur une vraie ligne de production. On a un site de production entre Lyon et Saint-Étienne de 4200 m², avec une ligne de production de 1500 tonnes aujourd'hui. Et notre technologie aujourd'hui est référencée et validée sur toute la chaîne de valeur et commercialisée actuellement. Avec des débouchés, un marché qui est un marché mondial potentiellement? Oui, partout on est dans la lutte contre les microplastiques. Donc on vise l'emballage alimentaire notamment, et notamment le papier alimentaire, avec une récupération de 100% des fibres de papier lors du recyclage, dans le domaine des étiquettes, comme je vous ai dit, mais également dans le domaine de l'agriculture, qui utilise énormément de plastique aujourd'hui. Alors, on a reçu il y a quelques jours l'autrice d'un livre qui est sur les nanoplastiques et la santé. Qui est très critique, mais qui est aussi critique sur des solutions comme les autres, parce qu'elle dit de toute façon, il y a toujours des nanoplastiques, on les retrouve partout, on les retrouve dans l'air, on les retrouve dans notre corps, etc., etc. Ce qui est le cas, en effet, de certains matériaux pétrosourcés, mais également de bioplastiques qui sont partiellement biosourcés et pas 100% biosourcés. Nous, l'avantage, c'est qu'on est une protéine, donc on se biodégrade complètement et on se transforme en humus. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument pas toxique pour l'homme. Oui, c'est-à-dire ça reste une protéine d'une certaine façon, juste pour bien comprendre. Ça se transforme, oui, pour faciliter, comme un fertilisant naturel ou une protéine. Comme vous pouvez manger, notre protéine est tout à fait comestible, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Bon, merci beaucoup Alexis Fontchamer et à bientôt sur Bismart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart for Change, à la chaîne des audacieuses et des audacieux. À bientôt.